Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle une vidéo d'analyse sur les Tachikaze qui sont sortis aujourd'hui, le nouveau support Tachikaze qui va arriver en VBT10 et c'est une vidéo qui est un peu compliquée pour moi tout simplement parce que pour vous donner un peu le contexte de cette vidéo en fait là en fait je suis actuellement chez moi, il doit être 21h30, 21h40, quelque chose comme ça et en fait je réenregistre cette vidéo puisque on était à l'entrepôt, on a fait une vidéo un peu où je réagissais au support annoncé dans le support Gaia tout simplement. On attendait beaucoup Gaia, vous savez que Gaia est l'une de mes unités préférées et j'attendais vraiment ce support avec beaucoup d'impatience et j'ai fait une vidéo en fait aujourd'hui où pendant toute la journée je me préservais de, de, de la révélation en fait de Gaia, de ce nouveau support Tachikaze et donc on a enregistré cette vidéo avec les potes à l'entrepôt en fin de journée où je réagissais. Et en fait, vous allez voir que Gaïa a beaucoup de problèmes, notamment, enfin c'est très compliqué d'analyser Gaïa. En fait, je dirais pas que Gaïa a beaucoup de problèmes, je dirais qu'en fait c'est très compliqué d'analyser Gaïa. Il y a énormément dans la communauté internationale beaucoup de gens qui pensent que c'est la VR la plus nulle du set. Et en fait, le problème c'est que cette carte elle est très compliquée à analyser. D'ailleurs, pour rien vous cacher, voilà, tout est écrit là sur ce bloc-notes. Donc voilà, cette vidéo elle est compliquée à faire pour moi parce que analyser une carte comme Gaia c'est très très difficile. Savoir si elle va être forte ou pas, son impact dans le méta, etc. Il faut vraiment être quasiment devin, je pense. Donc voilà, on avait fait une première vidéo à l'entrepôt, donc voici un court extrait. Il n'y a pas le du coup gain en Axel, mais c'est plutôt cool en vrai. Moi je le trouve plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, J'ai senti un tout petit peu de déception dans ta voix, tu vois. Moi? Non Ouais, Non, franchement, ça va, c'est c'est grave pas cool. mal. Ah, c'est franchement cool. Et en fait, le problème avec ce que j'ai avec cette vidéo, c'est que en fait, j'étais pas sincère. J'avais l'impression vraiment de me forcer à vouloir aimer cette carte, de me forcer à dire des choses positives et j'avais du mal à synthétiser mes pensées. Donc, j'avais besoin de me poser, de réfléchir un peu à cette carte, de voir ce qu'il en était. En fait, même au niveau des trois cartes révélées, voir ce qu'il en était pour vous proposer une analyse à peu près construite de cette carte. Et je me sentais pas l'attendre demain dans un setup bien propre. Donc, la vidéo sera dégueulasse. Je suis actuellement en pyjama, vous pouvez le voir. Voilà, je suis bien dégueulasse. Enfin, je suis en tenue de soirée, on va dire. Et, euh, et en fait, voilà, je vais vous proposer une analyse de Tachikaze un peu plus travaillée, on va dire, que ce qui était initialement prévu. Donc alors, en passant tout de suite à l'effet de la VR, donc Gaia. Donc alors, Gaia, en fait, il a deux effets. Un effet continu qui dit que toutes les cartes sur votre board qui ont une gauge prennent 5000 et si l'adversaire est grade 3, toutes les cartes sur votre board qui ont une gauge prennent 10 000 au lieu de 5000. Et ensuite, il a un second effet qui dit auto, lorsqu'il attaque, vous pouvez CB1, sacrifier un de vos regards. Si vous le faites, il gagne le power original de l'unité que vous avez sacrifiée. Et si l'adversaire est grade 3, encore une fois, il gagne son crit. Donc en soi, le problème avec cette VR, en fait, c'est que, en fait, ce qui pose un problème, à mon avis, à la communauté, c'est qu'elle n'est pas spectaculaire, en fait. Quand vous la regardez, vous n'avez pas les étoiles plein les yeux en vous disant waouh, c'est génial et tout. Parce que, en fait, la VR en elle-même, elle fait pas grand chose. Elle carry pas le deck, en fait. C'est surtout, en fait, tout le setup et tous les combos, parce que, en fait, Tachikaze, c'est un deck extrêmement combo. Et donc, c'est tous les combos que vous pouvez faire à côté qui vont peut-être la rendre incroyable. Et le mot-clé dans cette phrase, c'est peut-être. Donc voilà, je vous propose de passer en revue ses forces et ses faiblesses dans cette vidéo. Mais également, il faut aussi que je vous parle un peu du playstyle. Parce qu'on nous avait promis un playstyle qui allait faire évoluer la mécanique d'équipe gauche. Donc on avait cette mécanique d'équipe gauche qui a été introduite dans le B1 où on sacrifiait des rires et avec Blight Tops, soit on gagne de la puissance, soit avec Blight Tops on remontait les gauges en main en faisant un peu de CA, etc. Donc c'était assez cool mais assez puzzle au final. Et, euh, et après, en fait, dans le B9, The Raging Tactics, la gauche est devenue bêtement des marqueurs plus 5000 où en fait on spammait les gauches comme un débile. Et les cartes qui avaient des gauches sous elles prenaient 5000 par nombre de gauches et après on les restandait pour faire vraiment des attaques violentes. On a eu Hunger Blader et donc aussi le problème de Gaia c'est qu'il va être constamment comparé à Hunger Blader alors que c'est pas du tout la même stratégie, c'est pas du tout le même setup. Vous allez le voir, on va comparer un peu ces deux cas de figure là. Mais voilà. Aussi en termes d'impression, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Je trouve que la carte est bonne. Je vais pas mouiller, je vais dire bonne. La carte est vraiment pas mal. Il y a plein de restrictions qu'ils auraient pu enlever pour la rendre vraiment incroyable. Moi, vous allez voir, je vais faire une liste de restrictions qu'ils auraient pu enlever pour la rendre
vraiment, enfin moi, qu'elle me fasse vraiment rêver, mais c'est pas le cas, et du coup, il y a peut-être des raisons à ça. Peut-être qu'en fait, quand on va la playtest, on va se rendre compte qu'elle est vraiment cool, mais voilà, moi je la trouve vraiment bonne. Je trouve que c'est une carte qui a vraiment du potentiel et qu'il ne faut surtout pas l'acheter à la poubelle tout de suite, comme certains le font en fait sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en fait, je vais déjà vous énoncer les forces que j'ai trouvées à Gaïa. Donc en fait, j'ai pas parlé du playstyle. Donc le playstyle, en fait, c'est tout simplement que Gaïa va power up tout le board. Et ensuite, en fait, vous avez une nouvelle mécanique avec l'équipe gauche qui fait qu'on va mettre des gauches sous des rires qui vont avoir l'effet que quand ils sont retirés, en fait, on peut invoquer l'une des gauches. Donc en fait, on va générer de la multi-attaque. Et moi, c'est vraiment un truc que j'attendais de le pied ferme dans Tachikaze, c'est générer cette multi-attaque. Parce que Tachikaze, de base, c'est un clan à multi-attaque. Et donc voilà, on va la générer de façon intéressante en faisant des choses qui rappellent un peu, pour ceux qui jouent à Buddy Fight, la mécanique en bouche de Oni Assassin. Quand les trucs sont pétés, on joue les cartes qui rentrent dessous. Et ça, je trouvais ça vraiment très, très amusant, tout simplement. Donc alors, au niveau des forces, je trouve que déjà il y a une très bonne synergie en fait entre l'effet continu de Gaïa qui va power up tout le board et les moteurs de multi-attaque en fait. C'est-à-dire que Gaïa donc, va donner 10 000 à toutes les cartes qui ont des gauges et vous avez des rires comme le G2 qui a été révélé aujourd'hui ou le G1 qui a été révélé il y a quelques jours qui disent que quand ils sont morts, vous pouvez justement invoquer une des cartes qu'ils ont sous leur gauge et mettre la top carte de votre deck en gauche de l'unité invoquée. Donc en gros, vous allez invoquer une unité qui a plus 10 000. Et là où c'est vraiment intéressant, là où c'est vraiment fort, c'est que les colonnes, ça peut très vite monter très haut parce qu'on n'oublie pas qu'il y a Sweeper Akrakanto dans le pack. Donc si jamais vous mangez un truc qui a Sweeper Akrakanto en dessous, vous invoquez Sweep, il prend une gauge. Donc il prend 10 000 par Gaïa, 5 000 par son effet, quand il tape, il reprend encore une gauge, ce qui fait une attaque à 34 sur un cercle Axel 2, 39 sur un cercle Axel 1, c'est vraiment pas dégueu. Donc ça c'est vraiment une bonne synergie je trouve. On a une multi-attaque plus un power-up global sur le board, enfin un power-up qui est donné aux unités qui vont être invoquées par cette multi-attaque en battle, donc ça c'est vraiment très très fort. Ça me fait penser aussi un peu dans la synergie un peu à Vanquisher en fait. Je trouve que le deck, si on devait prendre un référentiel proche dans les cartes qu'on connaît, je pense que Vanquisher serait pas déconnant parce que au final, Vanquisher en soi, c'est à peu près la même mayonnaise en fait. Vous avez en fait votre Vanquisher qui va donner plus 10 000 en continu à toute votre front, et ensuite vous avez des unités qui vont bind des cartes depuis votre main, et la troisième pièce du puzzle, c'est des unités qui, quand elles sont bind depuis votre main, vont être recall sur le terrain. Et bien là, c'est à peu près pareil en fait, vous avez un combo à 3 pièces. Vous avez Gaïa qui va power up votre board, un peu comme Vanquisher. Vous avez des unités qui, lorsqu'elles sont retirées, vont invoquer des cartes en gauche, et vous avez des unités qui vont les retirer. Donc ça c'est pareil, c'est 3 pièces. Donc il vous faut le power up sur le board, les unités qui retirent, et les unités qui, quand elles vont être retirées, vont générer de la multi en fait. Et donc de ce point de vue là, je trouve qu'on est assez proche de Vanquisher. Voilà, par exemple, quand on va bind Chatoura de notre main, il va revenir sur un Axel à 33. Si on fait pareil avec Sweep, il va revenir à 34. Donc on a à peu près la même, on remplit à peu près la même fonction, de savoir de gros tapeurs qui va générer la multi, etc. Vanquisher et Gaïa font à peu près le même taf, c'est-à-dire qu'ils vont power up Apple Board, sauf que Vanquisher, lui, power up le board, bind des cartes, donc ce qui l'aide à remplir sa condition. Par contre, Gaïa, il ne fait pas de gauge, mais il retire des rires, donc il remplit aussi quelque part, il aide aussi à remplir sa condition de retirer des rires. Donc les deux sont à peu près similaires. Et après, on a des rires qui vont remplir cette fonction de bind des cartes de la main ou retirer des rires pour pouvoir justement générer de la multi-attaque. Donc si vous voulez, on a la pièce A qui est le power-up de board, Vanquisher et Gaïa. On a la pièce B qui est, je dirais, l'engrenage qui va mettre la pièce au bon endroit. Donc à savoir, par exemple, Voltec Shred ou Jaggi qui va bind la carte depuis votre main dans Vanquisher. Et ça va être Megarex ou Deathrex, voilà, qui vont vous permettre de retirer des rires sur lesquels il y a des gauges intéressantes. Et enfin, la troisième pièce, donc c'est ces cartes qui vont générer de la multi, à savoir les cartes dans Vanquisher qui sont, quand ils sont bind depuis votre main, vont être recall, ou alors dans Tachi, les cartes qui, quand ils sont mangées, vont vous permettre de recall un attaquant. Et donc, en soi, les deux decks sont plutôt similaires dans ce point de vue-là, même s'ils ont des différences. Je pense par exemple que Vanquisher n'a pas vraiment d'early, alors que Tachi, lui, peut en avoir avec des sweeps,
avec des Sonic Noah, avec ce genre de choses. Je pense aussi que les deux decks ont pas mal de similarités dans le sens où ils peuvent faire tous les deux du CA. Comme on retrouve cette mécanique de retire dans Tachikaze, eh ben, on peut réutiliser d'anciennes pièces, par exemple comme Blightops, quand il est retiré, on peut récupérer les deux gauges. Megarex devient plus fort que jamais puisqu'on va retirer une unité qui va recall une autre unité, faire de la multi, et au passage on va piocher des cartes. Donc voilà, on a vraiment deux decks qui font de la multi, du CA, et aussi, c'est un autre point fort de ce pack aussi je trouve, c'est que c'est deux decks qui sont imprévisibles, parce que dans Narukami où vous allez bind des cartes de votre main, ou dans Tachi où vous allez bind des gauges, l'adversaire ne saura pas à quoi s'attendre, tout simplement parce que dans Narukami, en fait, quand vous bindez des cartes de votre main, l'adversaire ne sait pas si vous avez comme la main est une zone privée, l'adversaire ne sait pas si vous avez les pièces en fait pour comboter ou pas. Quand vous avez un Jackie sur le terrain, l'adversaire ne sait pas si vous avez ce fameux Shatura à bind ou pas. Bah, Tachi c'est pareil en fait. Comme la gauge est une zone privée, c'est très très imprévisible pour l'adversaire et c'est aussi très très surprenant. Donc l'adversaire va devoir prendre des paris, il va pas savoir comment garde toujours. Donc voilà, comme la gauche est une zone privée, ça va être très très difficile pour l'adversaire, ce qui rend le gameplay vraiment menaçant car imprévisible. Et ensuite, une autre force que j'aime bien, c'est que le gameplay il est flexible. C'est-à-dire que vous pouvez avoir autant d'unités qui génèrent de la multi que d'unités qui font du CA avec ce gameplay de retire. En fait, vous pouvez retirer aussi bien une carte qui va générer de la multi, donc qui va recall par exemple ce Sweeper à Krakanto qui va vraiment faire mal, ou vous pouvez également retirer un Blightops pour récupérer ces deux gages et du coup ajouter deux cartes à votre main. Donc vous pouvez autant jouer agressif que jouer conservatif, et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément en fait. Je trouve que là le deck me vend du rêve rien qu'avec ça. Donc ça c'est vraiment, je trouve, l'une des forces majeures de ce pack là. Ensuite, l'autre force de ce pack aussi, c'est que Gaïa, son effet auto, ben, il le rend menaçant en fait, puisque vous allez retirer une de vos unités, elle va gagner du power et un crit, et donc vous allez avoir un power-up qui va être constant sur votre board, où tous vos rires vont gagner du power-up, mais en plus vous allez avoir un Vanguard menaçant extra crit, ce qui va forcer votre adversaire à commit des cartes de sa main pour le défendre. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal, parce que souvent, par exemple dans Vanquisher, toujours ce référentiel que je prends pour cette analyse, c'est que en fait, souvent le Vanquisher c'est votre colonne la moins menaçante. Et ben là c'est pas du tout le cas en fait. Votre Gaïa peut très bien se sacrifier à la Laceraterex, vous permettre de faire du CA et en plus gagner 8000 et un crit, ce qui va permettre peut-être mettre votre colonne à 33 voire 43 si jamais vous avez mis une gauge sur votre boost, si votre boost c'est Prism Burn, etc. Donc il y a vraiment plein de choses à prendre en compte et votre Vanguard peut vraiment être très très vite menaçant. Après, voilà, c'est beaucoup de points positifs qui me fait dire que en fait la carte le deck en lui-même est vraiment pas mal. Mais maintenant il faut passer aussi aux faiblesses parce que le deck a énormément de faiblesses et c'est sur ces faiblesses là que les gens se sont concentrés. La vraie faiblesse de ce deck, c'est que ça nécessite que les pièces soient en gauge en fait, tout simplement. C'est beaucoup plus difficile d'avoir les pièces en gauge que d'avoir les pièces en main, tout simplement parce que on a la gauge en fait c'est random. Alors vous allez dire piocher les cartes aussi c'est random, etc. Mais voilà, le fait que le gauging soit aléatoire fait que c'est très difficile, je dirais c'est très peu malléable en fait. Et beaucoup de gens ont souligné ça en fait. On va voir si dans le support qui sort, les dernières cartes qui vont être révélées là, on va avoir une carte qui permet un peu de gérer où est-ce qu'on place les gauges. J'aurais aimé que la triple rare qui soit révélée aujourd'hui nous permette en fait de mettre tout simplement une carte de notre main en gauche et piocher une carte. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant à titre personnel. Mais voilà. Après, on a accès pour gérer nos gages au vieux Shaman G2 de l'EB1 qui est vraiment cool, qui nous permet lorsqu'il attaque de déplacer un peu les gages où on veut, autant de gages qu'on veut d'une unité à une autre, ce qui permet de rendre notre setup un peu plus malléable. Et ça, c'est pas de refus en fait. On a aussi accès à Zandilofo qui permet de se reste pour déplacer toutes les gages d'une carte à une autre. Donc voilà, ça peut être aussi assez cool. Ensuite, j'ai évoqué aussi l'un des points faibles de ce pack, c'est que Gaïa en fait n'est pas spectaculaire. C'est-à-dire que quand vous voyez Rising dans la même extension, quand vous voyez Grédora et que vous dites ouais, Grédora elle met un marqueur qui fait que ton truc il a plus d'attaque, il a plus d'effet, il a plus de. Je sais même pas s'il a plus d'effet, mais genre ton truc il a plus d'attaque, il peut pas booster intercept,
Je crois qu'il a plus d'effet, je crois. Ouais, il perd toutes ses capacités. Et quand il meurt, ben, je peux aller chercher une carte de même grade de mon deck. Bah ouais, là vous dites, waouh, c'est vrai que quand même, comme ça fait beaucoup d'avantages en fait. Et Gaïa, en fait, vous dites, ouais, bah, il gagne le power, l'unité, le crit, voilà. C'est pas beaucoup d'avantages. Et en fait, non, effectivement, c'est une carte qui est pas spectaculaire en elle-même. Quand vous voyez Rising qui dit, bah, vous gagnez force 1 et force 2, vous êtes là, wow, c'est incroyable. À chaque fois que je vais re-ride, je vais gagner 10 000 en crit sur une de mes unités en permanence. Ouais, ça fait spectaculaire. Quand vous dites Rising, il va gagner le skill de deux de mes G3. Vous dites, wow, je peux cumuler. Alors là, vous réfléchissez au G3 que vous connaissiez, vous dites, wow, je peux cumuler Bull Spike et le G3 commune, enfin le G3 double qui fait que je ressens des trucs et tout. Et là, vous regardez Gaïa à côté, effectivement, Gaïa, ben, il gagne le power et le crit d'une unité, quoi. Il fait bruit face. Enfin, vous prenez le référentiel le plus proche que vous trouvez et vous tombez sur bruit face. Donc vous dites, ouais, c'est cool. Il est égal au moins bon des Dark Irregular. Et c'est pour ça, du coup, que les gens ne l'aiment pas parce que, bah, sur le papier, quand on se base au référentiel le plus proche, bah, il n'est pas spectaculaire. Mais c'est pas une carte qui, en elle-même, va carry le deck. En fait, la carte, elle va pas tout faire. Elle va juste donner un power-up global au board et permettre de débloquer une certaine condition qui va générer de la multi. Ce qui va faire que la carte est vraiment pas mal en soi. Je pense que. Je ne saurais pas vous dire que la carte va être méta, mais je pense que vraiment il y a des choses à faire avec ce deck. Et ensuite, là, on tombe sur des problèmes qui, moi, me semblent plus inquiétants. C'est que son effet auto, il coûte un CB. L'effet qui permet de retirer pour gagner le power crit. J'aurais préféré qu'il coûte pas de CB, honnêtement. Après, je sais pas si la carte, ils l'ont vraiment testé. On sait que des fois, le standard, dans la même extension, il y a des decks vraiment impressionnants et d'autres vraiment nuls. Donc je sais pas dans quelle mesure ils l'ont testé, s'ils ont estimé que c'était justifié de mettre un CB. Mais voilà, du coup, on se retrouve avec un deck qui peut potentiellement devenir CB heavy, avec Megarex qui coûte un CB pour l'utiliser à plein potentiel. Alors là, vous me direz, je serais d'accord avec vous que on n'a pas besoin d'utiliser un CB pour l'utiliser à plein potentiel, c'est tout à fait vrai. On peut utiliser Megarex juste pour retirer une carte, soit faire du CA, soit générer de la multi et draw une carte au passage, c'est tout à fait possible. Et en plus, le power-up de Gaïa vient compenser le power-up qu'on perd en ne faisant pas son skill complet. Mais voilà, vous avez envie peut-être de faire l'effet de Gaïa à chaque tour, donc à chaque tour ça va vous coûter un CB. Le reste du pack a des cartes qui peuvent coûter des CB, comme Blightops, comme Megarex, le G2, le nouveau G2 Triple R qui a été révélé aujourd'hui, qui pour moi est pas très intéressant. Même si sur le papier, quand on le lit, il est plutôt balèze, moi je le trouve pas très intéressant dans la vision globale que j'ai du deck. Donc voilà, on peut se poser la question de savoir si le deck Gaïa va être CB Heavy dans sa version finale ou pas. Ça, ce sera à juger quand on aura tout le support, effectivement. On a accès à un moteur de counter charge dans le B9 qui marche quand il est retiré et qui fonctionne en fonction du nombre global de gauge. Mais ça nous amène également au point suivant, qui est l'un des gros défauts de Gaïa, c'est que Gaïa ne retire qu'un seul rire. Et là, ça c'est vraiment dommage, parce que du coup, avec ce G1 là, si ça retirait plus qu'un rire, on pouvait faire tellement de tricks. Donc le G1 dit que quand il est retiré, en fait, on a un effet en fonction du nombre global de gauge. Donc si on a une gauge sur le terrain, on sous charge 1, si on a deux gauges, on counter charge 1, et si on a 3 gauges, on peut bouger toutes les gauges qu'il y a sur lui-même. Donc ça c'est vraiment intéressant, on peut faire des tricks où on sacrifie avec Gaïa, du coup on gagne 7000, un crit, on place toutes les gauges sur une autre unité, on counter charge, après avec une autre unité on retire, et voilà. Donc à voir s'il sera joué dans la version finale, on a accès à ce counter charge là, mais il est à 7, et perso ça nous fait aussi une carte qui peut faire des tricks intéressants, mais qui n'est pas spécialement proactive la plupart du temps. Donc voilà, c'est à voir dans le deck building final, mais on a accès à cette carte, donc... Je préférais que vraiment le cost de Gaïa ne soit. Enfin, l'effet auto de Gaïa ne coûte pas de CB pour qu'il soit vraiment plus impactant et qu'on puisse utiliser les CB pour autre chose, comme pour Blightops, Megarex, etc. Donc là, vous voyez aussi dans la vidéo de démonstration de Bushiroad que le mec il fait un tour incroyable, et qu'il utilise quand même 3 CB. Donc on se dit, ouais, bon, à quel moment on dit pour vendre une carte, tu dis pour qu'elle fasse le travail maximum, il faut qu'elle ait 3 CB. Voilà. Donc c'est pas gagné, mais voilà. Et ensuite, le dernier point, et ça c'est pas très problématique pour moi, c'est que Gaïa a des restrictions de G3. Donc c'est-à-dire que quand l'adversaire est G2, Gaïa est beaucoup moins fort. Et c'est un peu problématique pour certaines personnes qui voient que le jeu, en fait, beaucoup de decks arrivent à plein potentiel, peu importe le grade de l'adversaire, en fait, tout simplement. Messiah peut arriver plein potentiel alors que l'adversaire est grade 2.
Enfin, les decks BT9 ont une petite restriction. Night Rose, elle gagne pas plus 10 000, mais elle gagne 5 000, c'est négligeable. Harry, il a quand même une grosse restriction. Il colle 2 au lieu de 4, je crois, quand l'adversaire n'est pas grade 3. Donc, c'est quand même une assez grosse restriction. The Cross, il a une petite restriction, il perd un drive. Enfin, son drive peut tomber à 0 si l'adversaire est grade 2. C'est pas spécialement une grosse restriction. Mais voilà, en gros, Gaïa a beaucoup de restrictions G3 puisqu'il a 2 restrictions G3 sur ses 2 effets. Et ça, effectivement, c'est un peu inquiétant aussi. Mais voilà, si je devais résumer, si je devais synthétiser, je pense que Gaïa, c'est plutôt une bonne carte en soi. Moi, je suis pas déçu. Je suis un peu déçu en vrai parce que à chaque fois, je me dis, ah putain, ça c'est bien. Et après, je dis, ah, ça coûte des CB, ah, ça retire qu'un rire, je peux pas faire ce combo là, etc. Donc c'est un peu dommage, mais je pense que la carte a vraiment du potentiel, surtout quand je le compare à ce référentiel de Kevin Kisher. Mais après, ça va dépendre de tellement de facteurs que c'est difficile en fait de juger la carte sur pièce en fait. Juste en lisant les cartes, c'est très difficile de juger la carte sur pièce parce que bah, la carte ne fait pas tout, la carte ne fait pas tourner le deck. La carte contient plusieurs. Enfin, c'est un deck combo, donc la carte contient plusieurs combos qu'on peut faire d'une façon ou d'une autre en fonction du setup ou d'un autre. On peut être plus conservatif, on peut être plus agressif. Enfin, ça, je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est comme ça que moi, je visualise les choses. Et j'aimerais conclure cette vidéo en faisant un petit aparté sur Hunger Blader. Beaucoup de gens critiquent cette carte en disant c'est pas Hunger Blader, ou Hunger Blader ça fait mieux, Hunger Blader ça tue. Alors c'est complètement débile parce que le gameplay est pas du tout le même, le setup est beaucoup moins difficile à atteindre, on va dire. Hunger Blader, en fait, je vous rappelle que pour stand 3 rires, enfin Hunger Blader c'est CB1, on restand 3 rires sur la front qui ont 3 gauges ou plus, et en général on avait des super acrocanto ou des cartes qui gagnaient du power pour chaque gauge, donc en gros il vous fallait 9 gauges sur la front, et il vous fallait des cartes spécifiques qui gagnaient mass power pour pouvoir justement avoir ce setup, de 9 gauges et de ce setup capable de tuer. Et ça, beaucoup de gens l'oublient, c'est que aussi, comment vous faisiez pour atteindre ces 9 gauges? Eh bien, vous sacrifiez votre main, puisque vous posez des cartes sur le terrain que vous pouviez convertir en gauge par Hunger Blader. Et en fait, du coup, souvent, quand vous faisiez votre tour très agressif Hunger Blader, vous aviez 1, 2 cartes en main, voire 0 carte en main. Gaïa vous permet de faire un tour, enfin, je pense, dans ce que je vois actuellement, vous permet d'avoir un setup plus facile, c'est-à-dire qu'il vous faut une seule gauge pour déclencher 10 000 le power-up. Ce qui vous permet d'outrepasser à peu près tous les trigger devs du monde, surtout que le 10 000 se prend pas que sur la front, mais aussi sur les boosts. Donc vous pouvez avoir des boosts vachement sympas qui vous gagnent du power, etc. Donc, là où il faut aller 9 gauges pour faire un tour optimum, bah, vous en faut que 3, 4, 5 peut-être. Et sachant que beaucoup de rires se mettent des gauges à eux-mêmes et quand ils attaquent, mettent des gauges à d'autres. Donc voilà, au final, pour générer cette multi-attaque, vous aurez peut-être moins à sacrifier votre main et vous pourriez faire davantage de CA, notamment en retirant des Blight Orbs, en retirant des. Voilà. Donc, Hunger Blader et Gaïa, c'est pas du tout la même chose. Hunger Blader, ça vous demandait beaucoup de gauge pour être très menaçant. Gaïa, ça vous en demande pas tellement. Que vous ayez une gauge ou 1000 sur une carte, c'est pareil, le power il est le même. Donc vous n'avez aucune raison de commit plus que ça pour générer plus de gauge. Ce qu'il va falloir en fait, c'est avoir des gauges de qualité. Et donc ça va se gérer en fait avec le reste du support qui va arriver ou en déplaçant vos gauges grâce au support déjà existant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Gaïa. J'espère avoir été pertinent, j'espère avoir développé de bons arguments. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que Gaïa c'était le prochain Vanquisher. J'ai juste dit que les decks avaient des points de comparaison qu'on pouvait exploiter, mais les decks ont quand même des différences. Notamment, je reviens là-dessus, mais par exemple, j'ai dit que Sweeper Aqua Kanto c'était une sorte de Chatura, puisque quand il était sur une gauge, sous une gauge et qu'on sacrifiait le rire, ben, il revenait à peu près à la même puissance que quand on bannait Chatura de la main. Par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est que quand on call Chatura de la main, bah, c'est une merde. Par contre, quand on call un Super Aqua Kanto et qu'on arrive à lui mettre quelques gauges, bah, là, c'est plus la même mayonnaise en fait. Donc, les cartes sont un peu plus peut-être polyvalentes dans Tachikaze que dans Narukami en fait. Mais voilà, c'était le petit nota bene pour clarifier mes propos.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Gaïa. Je trouve ça très intéressant, j'ai hâte de l'exploiter. Aussi, je ferai une petite vidéo sur Gaïa en premium, puisque vous savez que le premium format est un format que j'apprécie tout particulièrement, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé en premium. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir prêté votre oreille pour cette vidéo un peu spéciale, très importante pour moi, puisque je suis un joueur Tachikaze. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!